Y a-t-il du son ou de la musique dans l'espace? En principe, on a tous appris qu'il y a du vide dans l'espace. Or, le son a besoin de matière pour se propager, c'est ce qu'on appelle une onde mécanique, c'est un peu comme une vague dans la mer. Pas de molécules, pas de mer, pas de mer, pas de vague, et pas de vague, pas de vague. Donc, est-ce qu'il peut y avoir du son dans l'espace? Non. Quoi, non? C'est déjà fini? Bah ouais. Mais les astronautes, on entend bien ce qu'ils font dans la Station Spatiale Internationale. Il est pas con, lui. Les journées sont souvent bien trop longues. Il y a quelques mois, j'ai réellement eu cette conversation avec un random sur les réseaux sociaux et j'ai pu lui expliquer gentiment que pour entendre notre Thomas Pesquet national et tous les autres joyeux lurons présents dans l'ISS, c'était possible parce que dans la station, il y a de l'air pressurisé. On peut donc y parler normalement, capter ce son avec un micro qui va convertir ce son en signal électrique et grâce à des ondes électromagnétiques, on peut envoyer ce signal direction la Terre. Les ondes électromagnétiques, c'est comme la lumière, ça se propage assez bien dans le vide, sinon typiquement on pourrait pas voir d'étoiles dans le ciel. Et une fois capté sur Terre, ce signal électrique est reconverti en ondes sonores via un haut-parleur. Au final, c'est exactement de la même manière que le son que j'émets dans ce studio arrive jusqu'à vos oreilles, alors que vous êtes simplement sur votre canapé, la main dans le slip. Tout un incroyable procédé technologique qu'on utilise tous les jours sans même plus s'en rendre compte. Donc la question du random avait peut-être l'air con. C'était pas moi. Mais vu toute la technique mise en place pour rendre possible cet exploit, qui est tellement banalisé qu'aujourd'hui, voilà, on n'y pense plus, ben cette question, elle était peut-être pas si con. Ah bah c'était peut-être moi. Vous me connaissez peut-être pour la musique. Aujourd'hui, on va causer de ma deuxième passion et parler de science et plus particulièrement d'espace. Car oui, il y a tellement de choses étonnantes à raconter, à commencer par cette idée reçue qu'il ne peut pas y avoir de son dans l'espace. Hein? Mais dans la miniature, tu dis qu'il y a du son, et puis après qu'il y en a pas, et puis là tu dis qu'il y en a de nouveau, et après quoi, il y en a pu? Je comprends plus rien moi. Même si, a priori, on ne s'attend pas à trouver grand-chose dans le vide intersidéral, parfois on a des surprises, à l'instar de ta boîte crânienne, humain. Oh, vous me faites chier! Si l'espace est bien globalement vide, on y trouve quand même un peu de matière, estimée à 10 molécules par centimètre cube entre les planètes, une seule entre les étoiles et 0,0000006 entre les galaxies. Dans les nébuleuses, ces grands amas de gaz, plasma et poussière, la densité est équivalente à ce qu'on appelle l'ultra-ultravide. Dans la nébuleuse de la Carène, cette densité est estimée entre 100 et 1000 molécules par centimètre cube. Dans ce presque vide, une particule voyage en moyenne 5 km avant d'en percuter une autre. C'est cependant trop peu dense pour qu'une onde mécanique audible par vos oreilles puisse se former. N'est-ce pas, humain? 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 Es-tu parti, humain? Comment t'es arrivé là? Avec une onde électromagnétique. Ça te dérange si je m'assois là? Non mais à la limite, tu sais quoi? Tu vas prendre la chaise, je vais me Ouais. Non mais faut se décoller là. Juste, merci. Hein. T'es sûr? Fais comme chez moi. Non, parce que je voudrais pas m'imposer non plus, quoi. C'est pas... On y va? Oui, maintenant que t'es là, à la limite, vas-y. Ok. Sûr? Ouais, vas-y. Non, parce que... Autour de la Terre, on peut avoir pas mal de matière qui se promène dans l'espace, notamment à cause des vents solaires. Et les vents solaires, c'est juste de la matière qu'expulse notre Soleil dans le vide de l'espace. Et c'est en plein dans l'actualité parce que c'est ça qui cause les aurores boréales qu'on voit en ce moment par chez nous. Allô? Salut les copains, ça va? Ça fait un bail? Qu'est-ce que vous faites? Faux numéro. C'est qui? Le Soleil, qui a des saisons, est en ce moment dans son pic d'activité le plus élevé. Ce sont des grands cycles de 11,2 ans qui sont des... Ces vents solaires sont d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de vie sur Mars, contrairement à notre bonne vieille planète bleue, parce qu'elle est protégée de ces vents par un immense champ magnétique généré par notre noyau en fer, la magnétosphère. Et sur Mars, il n'y a pas de noyau en fer. Bah non. Bah non. La tuile. Mais d'où tu sors ça, toi?
Et quand la matière contenue dans ces vents arrive vers nous, elle est concentrée au pôle grâce à notre champ magnétique, et tout ça vient ioniser les atomes de notre atmosphère. Ce qui donne ces magnifiques aurores que vous avez vu passer ces derniers mois sur vos réseaux sociaux. Et ces particules, quand elles arrivent sur notre magnétosphère, elles interagissent aussi avec ces différentes couches, et les font vibrer un peu comme les cordes d'une harpe. C'est un genre de guitare mais avec plus de cordes. Et moins de manches. Des chercheurs de la NASA ont même capté ces vibrations électromagnétiques dans notre magnétosphère grâce au satellite Thémis-Artémis. Et ensuite, ils les ont convertis en ondes sonores et c'est ce qu'on appelle une audification. Les petites musiques qu'on va entendre là, c'est à chaque fois 24 heures d'enregistrement condensées en 3 secondes. Et t'appelles ça la musique, toi? Pas tant. Ouais, bah écoute, tu sais quoi, pour la musique, on repassera, et puis je vais te reprendre ma place, en fait, hein, et voilà, c'est par là. Non, ouais, tu vas par là, et je dirais aux gens de... Il faut se lever maintenant. Ah, oui. Et je dirais aux gens de s'abonner à ta chaîne, c'est quoi déjà? Lever les yeux au ciel, soyez une astrono-geek. Ouais, alors non, en fait, ce qui se passe... Allez, salut Alex, Ouais. merci, ça s'appelle On se fait une bouffe. Cool. Ok, parlons vraiment musique maintenant, parce que figurez-vous qu'on a vraiment envoyé de la musique dans l'espace, et c'est une histoire folle. En 1977, la NASA a catapulté 2 sondes au-delà de notre atmosphère, Voyager 1 et Voyager 2. Un peu comme 2 bouteilles à la mer, elles sont destinées à dépasser les confins du système solaire pour atteindre un jour, ou peut-être une nuit, une potentielle civilisation extraterrestre intelligente. Et intelligent, il faudra l'être, car à l'intérieur, on a encodé pas mal de choses nous concernant. La position de notre étoile, celle de notre planète qui gravite autour, ou encore à quoi on ressemble quand on est à poil. Non, ça c'était dans Pionnier. Et vu qu'on pouvait pas satelliser Chuck Berry, on a stocké la musique sous forme de vinyle. Toutes les infos sont gravées sur une plaque en or qui est conçue pour résister à l'épreuve du temps et au vide spatial. Et il y a même un mode d'emploi, on a pensé à tout. C'est très simple. Déjà, il suffit de comprendre que cette paire de binocles correspond à la transition hyper fine de l'atome d'hydrogène qui dure 0,7 nanosecondes et nous donne l'unité de temps nous permettant, avec ce code en binaire inscrit autour, d'en déduire la période de révolution du disque, soit 3,6 secondes. Et c'est super important parce que c'est un peu comme le réglage 45 ou 33 tours d'une platine vinyle. Si on le règle pas comme il faut, soit on aura Ted Nugent mais version Castra, soit on aura Georges Brassens mais version Yeti. Putain, ta mère, fils de pute. Et grâce à cette unité de temps, on peut aussi trouver la position de notre Soleil en le triangulant par rapport à 14 pulsars. En réalité, il y en a 3 qui suffisent, mais voilà, on a vu large au cas où ils soient un peu neuneux là-haut. Et les pulsars, c'est quoi? C'est des genres d'étoiles à neutrons à fort champ magnétique qui tournent super vite sur elles-mêmes et qui sont vraiment réglées comme des horloges. Et ce faisant, elles émettent des ondes électromagnétiques qu'on capte et qu'on peut convertir en son grâce à... L'audification. Ça, je sais. Hein. Et ça, c'est le son d'un des pulsars en question. Voilà, c'est un peu le même procédé que tout à l'heure avec les vomis du Soleil. Donc on a pu faire une map grâce aux pulsars, et pour le vinyle, on suppose fort que nos petits extraterrestres disposent d'organes permettant d'interpréter les ondes mécaniques qui se propagent dans la matière, en d'autres termes, qu'ils ont des oreilles. Bon, c'est facile de se moquer, mais en vrai, j'aimerais bien savoir ce que vous auriez fait. En fait, on s'est simplement basé sur l'idée de la vie qui nous paraissait la plus plausible avec nos connaissances actuelles, ce qui est loin d'être parfait, mais déjà pas si mal. La NASA a estimé que les sondes et vinyles qu'ils embarquent survivront plus longtemps que la Terre et notre Soleil. Soleil qui finira d'ailleurs en beauté en devenant une magnifique nébuleuse planétaire. Et perso, je trouve ça super beau que l'héritage de l'humanité qui nous survivra à tous, ce sera au final ce qu'on a su produire de plus beau et de plus inattendu, à savoir de la musique. On a parlé des sons qui nous viennent de l'espace, on a parlé de la musique qu'on a fait sur Terre, puis envoyée dans l'espace, et maintenant, on va parler de la musique qu'on a réellement produite dans l'espace. Faite dans l'espace, quoi. Écoutez un peu cette séquence enregistrée pendant l'émission Gemini 6 et 7. He's in a very low trajectory, traveling from north to south, and has a very high fineness ratio. Looks like it might even be a bonus thing. Very low, looks like maybe going 300 pretty soon. Stand by one. Looks like he's trying to signal something.
You're too much, 6. Ce qu'on vient d'entendre, c'est tout simplement le premier instrument de musique joué dans l'espace, qui était un petit harmonica Honor qu'avait dissimulé Walter Schirra en 65. Puis au niveau sécu, on était bien loin des aéroports d'aujourd'hui. La première guitare acoustique était certainement amenée dans la sonde soviétique Salyut 6 et jouée par Alexander Ivanchenko en 78. Et croyez-le ou non, mais les guitares se sont retrouvées être de fabuleux instruments psychologiques pour les astronautes en mission. On a eu aussi d'autres instruments amenés à bord des missions spatiales. Des claviers, des instruments japonais, des flûtes, des cornemuses et bien sûr des saxophones pour ceux qui se souviennent de l'annonce des JO de Paris 2024. Mais l'événement le plus marquant pour moi, ça a été la production du premier clip tourné dans l'espace dont on a déjà parlé sur la chaîne. Ce clip raconte l'histoire d'un astronaute, Major Tom, seul en mission autour de la Terre, bien loin de toute son espèce et communiquant seulement au travers de petits haut-parleurs. Space Oddity de David Bowie qui a été brillamment repris par l'astronaute canadien Chris Hadfield en 2013 et qui ne manque pas de m'émouvoir à chaque fois que je l'écoute. David Bowie en parle d'ailleurs comme étant la version la plus poignante de son morceau, ce sont ses mots. Chris Hadfield, c'est le frère du gars de Metallica dont tu parles dans notre dernière vidéo? Ah non, aucun lien, fils unique. Enfin si, il a des frères, mais aucun lien, on s'en fout. Et puis tant que vous êtes encore là, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo qu'on a faite sur la chaîne de Superama. Voilà, c'est une chaîne tout à fait drôle et légère. Et notre vidéo, elle porte sur la musique et la torture. Avec des nazis. C'était Saturax, faites de la gratte, faites de la musique, éclatez-vous. Ciao les gens.